Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Avec vous, nous poursuivons ce chemin avec notre grand thème de la guérison des traumatismes et nous avons abordé récemment le thème du viol puisque nous estimons et nous croyons bien sûr que le viol est un fléau mais aussi un crime qui est vécu à travers le monde mais aussi qui est vécu ici en RDC au sein des familles, entre amis, mais aussi dans les zones des conflits comme armes de guerre. Nous en avons parlé dernièrement avec Madame Maud Ekila, qui est de la clinique Panzi et qui nous a apporté la pierre en fait à l'édifice quant à cette question de guérison des traumatismes issus principalement des viols. Aujourd'hui, nous en parlons avec des spécialistes de la question de santé mentale. Il s'agit des psychologues. Nous avons sur ce plateau 2 psychologues avec nous qui vont nous apporter aussi leur point de vue et leur pierre à la construction de cet édifice. Nous avons le docteur Gisela Perren-Klingler, que je salue. Docteur, bonjour. Bonjour, un plaisir d'être ici. Bien sûr. Et le docteur Yvonne Douangani. Docteur Yvonne, bonjour. Bonjour, Jemima. Merci. Alors, je précise que docteur Gisela est psychiatre et fondatrice de l'Institut de psychotrauma en Suisse. Elle est aussi formatrice de nombreux psychologues et psychiatres pour traiter le traumatisme. Elle est ici à Kinshasa pour une formation sur l'assistance psychosociale d'urgence. Et le docteur Yvonne Douangani est psychologue, docteur en psychologie et spécialiste en psychotraumatologie. Je vous resalue encore. Et je commence par poser ma première question. C'est pour moi une question de base. Comment est-ce que vous, psychologue, vous définissez le viol et quelles sont les différentes formes ou types de viol que nous pouvons rencontrer? Bon, le viol est, comme vous l'avez déjà dit, un crime. C'est une attaque à l'intégrité physique de femmes et d'hommes où on traite, on abuse du corps de la personne, mais pour être un viol, il faut toujours une pénétration, que ce soit sur le plan de la bouche, le plan du vagin, de l'anus. Il faut une pénétration pour que ça passe comme viol. Okay. Les autres choses sont peut-être des harcèlements sexuels, peut-être aussi des crimes, mais un baiser n'est pas un viol dans les termes juridiques du mot. Ok. Et docteur Yvonne, quant à la question du viol? Oui, je voulais juste ajouter à ce que docteur Gisela vient de dire qu'il y a dans la loi qui vient compléter un peu ici en RDC les violences sexuelles, toute une liste des violences sexuelles, y compris il y a les harcèlements sexuels, abus sexuels et tout ce qui est mariage forcé. Mais ici, on veut vraiment préciser le viol parce que là, il y a question de pénétration. Okay. Et parfois, dans le langage courant, il y a une confusion entre violence sexuelle en général et le viol. Donc ça, c'est très important à préciser. Merci. Ok. Et une précision dans ce cas sur les violences sexuelles comme telles, parce que moi, je me demande et je me pose la question, c'est peut-être ça aussi que se posent nos téléspectateurs, est-ce que les attouchements, précisément par exemple dans les parties intimes, peuvent être considérés comme viol ou violence sexuelle? Un accouchement qui est un acte normal, naturel pour une femme, ne peut pas être conçu. Mais bien sûr, il y a des circonstances dans lesquelles un accouchement peut être vécu comme une violence parce qu'il n'y a pas assez d'attention, il n'y a pas assez d'empathie, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un viol. Okay. C'est de nouveau une violence peut-être sexualisée, mais ce n'est pas un viol. Ok, alors merci déjà pour cela. Alors une autre question, avec votre expérience, bien sûr, et après vos différentes rencontres dans ce domaine, est-ce que nous pouvons dire que le viol est une réalité ici en RDC? C'est à Yvonne de dire. Le viol est une réalité en RDC, malheureusement, en fait, malheureusement. Et comme partout dans le monde, dans des familles, et comme vous venez de le dire aussi entre amis, mais surtout, ce qui
a attiré un peu l'attention de la communauté internationale et même du média sur le plan international, c'est ces viols qui sont, ces violences liées aux conflits armés qui impliquent le viol dans la partie est de la RDC, mais aussi dans les autres parties de la RDC qui ont connu les conflits armés. Là, je cite les deux provinces du Kivu, l'Ituri, et aussi à un certain moment, on avait vraiment ces fléaux au niveau de Kasaï avec Kamena Sapou. Alors, avec votre expérience dans le domaine, bien sûr, de la psychologie, parce que je sais que vous êtes exerçant dans ce domaine, pouvez-vous nous certifier que la question du viol, violence sexuelle bien sûr, est une réalité ici en RDC? Moi, je pense que la DRC serait une grande exception s'il n'y avait pas de viol ici. Et je crois que ce qui est important, ce n'est pas seulement de penser aux familles, aux crimes de guerre, bien sûr, mais aussi penser que partout où il y a des enfants sous tutelle d'adultes, que ce soit l'école, que ce soit les organisations ecclésiastiques, le danger de viol, d'abus sexuels et de viol est partout au monde, et je suppose, mais on va poser la question au docteur Diagani, si ça a lieu aussi ici. Ok, Madame Yves. Merci. En répondant à cette question, je ne voulais pas me fier aux statistiques, parce que si on va relever les statistiques de femmes violées, on va vraiment se tromper. Okay. Malheureusement, parce que la plupart d'entre elles ne parlent pas. Okay. Mais si on doit aller aux statistiques, une femme sur 4 en RDC a déjà au moins une fois été violée dans sa vie et dans des circonstances différentes. Dans la famille, il y a ces phénomènes de l'inceste et généralement, quand ça concerne la famille, cela n'est pas dévoilé. C'est des années plus tard, quand il y a des conséquences dans la vie de l'enfant qui devient adulte ou de l'ado qui devient adulte. Et alors, il y a des révélations par rapport à ce qui s'est passé, soit pendant l'enfance ou pendant l'âge de l'adolescence. Et ça, c'est vraiment un bon retardement que les familles sont en train de préparer. Parce que à Kinshasa, par exemple, nous avons des familles nombreuses. Il n'y a pas seulement père, mère et enfants. Nous avons des cousins, la cousine, l'ami de la famille. Et du coup, avec la promiscuité, c'est aussi un facteur de risque qui favorise ce genre de comportement. Et si nous allons en dehors de la famille, ensuite dans les écoles, il y a quand même depuis quelques années un mécanisme dans des écoles où il y a en plus des enseignants et des administratifs, des conseillers et puis des psychologues. J'ai félicité les écoles qui ont mis en place ces postes-là pour pouvoir identifier des personnes, des enfants essentiellement qui ont un comportement atypique qui peut révéler un harcèlement et même parfois des viols. Et si nous quittons les milieux éducatifs, ça veut dire l'école primaire, secondaire et même à l'université, nous avons malheureusement dans les églises aussi des doctrines qui, d'une manière ou d'une autre, favorisent ces viols-là. Et cela a été même dévoilé plusieurs fois dans des émissions que nous avons vues, des, entre guillemets, serviteurs de Dieu qui ont abusé de leurs fidèles pour une raison X, Y, au nom de la Bible ou au nom d'une théorie qu'ils ont avancée. C'est vraiment quelque chose qui sévit dans toutes les provinces de la RDC et on ne va pas parler de l'Est parce que ça, c'est connu de tout le monde. Et si nous voyons dans les deux Kivu et l'Ituri et ce qui s'est passé dans les Kasaï aussi avec Kamena Sapou, c'est vraiment de viols qui ont pris des proportions quand même vraiment malheureusement grandes par rapport au nombre de personnes violées. Par rapport à l'âge, c'était des enfants, parfois même des enfants de moins de 3 ans. Et par rapport aussi à la nature, c'était parfois viol avec agression physique et même parfois c'était jusqu'à la mort. Donc ça a pris des proportions vraiment qui a même alerté toute la communauté internationale. Donc je dirais oui, les viols c'est une réalité en RDC. Les statistiques sont vraies, mais on ne peut pas se fier aux statistiques parce que nous, en tant que professionnels de santé mentale, nous recevons de personnes qui ne se sont jamais signalés dans les domaines classiques pour qu'ils soient listés, comptés. Donc du coup, il y a beaucoup encore du travail à faire pour pouvoir aider ces femmes et ces hommes, parce qu'il y a des hommes violés par des hommes violés dans des circonstances aussi particulières. C'est vrai, le pourcentage des hommes violés en RDC est vraiment minime, mais il y a des hommes violés.
J'aime cette Et particularité. aussi, des femmes, c'est la majorité. La majorité des personnes affectées par ces phénomènes, c'est des femmes de tout âge. Tout Heureusement. âge, vraiment. Il y a même eu dans la province du Nord Kivu un couvent des sœurs qui a été envahi par des personnes, j'aime bien comment on les appelle, les personnes non autrement identifiées, Oh là qui là. ont violé des religieuses de tout âge. Donc c'est vraiment un scandale et je vais dire que j'ai même honte de le dire parce que je suis congolaise. Donc c'est une réalité et ne pas en parler serait vraiment un manque de responsabilité. C'est cela. Merci, merci, docteur Yvonne. Et j'aime la précision que vous avez apportée selon laquelle il y a les viols des femmes, c'est vrai que c'est en grande quantité, mais les viols d'hommes existent aussi. Et je me dis que les hommes sont déjà plus lourds à le révéler que les femmes. Quand un homme est violé, j'estime que c'est une honte pour sa personne et c'est encore des personnes qui se cachent encore plus. Et je me dis que cette émission concerne toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui. Vous êtes un homme, vous avez été violé, mais vous n'avez jamais révélé ça à qui que ce soit. Cette émission est aussi pour vous aider, vous. Je retourne vers vous, docteur. Que pouvez-vous dire par rapport au profil du violeur, mais aussi le profil de la victime? Étant donné que vous avez eu à rencontrer cela de manière générale, comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'elles sont? Je pense que faire un profil d'une victime, c'est toujours chercher sa responsabilité. Donc, il ne faut pas faire de profil de victime. Okay. Sinon dire, toute femme est en danger d'être violée, même en Europe, bien sûr avec une incidence beaucoup plus haute, beaucoup moins haute que ici, mais on est aussi, nous, en danger. Le profil du violeur est, à mon avis, extrêmement difficile à définir. Ce qui prime, c'est l'abus du pouvoir que l'homme a. Ce n'est pas une question de sexualité normalement, mais c'est un abus de pouvoir. On le voit surtout, justement, encore une fois, dans les crimes de guerre, mais on le voit aussi dans les milieux ecclésiastiques, dans les milieux scolaires, où il y a un adulte homme, normalement il y a aussi des femmes qui abusent, hein, mais un adulte homme qui a un pouvoir spécial parce qu'il est une autorité. Oui. C'est-à-dire il a du pouvoir, surtout aussi à l'université, ce que nous connaissons en Europe, où la carrière académique d'une femme passe à travers l'abus sexuel ou le viol d'un professeur. Et en ce sens-là, ce que je pense, ce qui est commun à tous les violeurs, c'est l'abus du pouvoir, et le non-respect de la liberté de l'autre, de la femme. De dire non, et de pouvoir dire non avec effet, ou efficacité si vous préférez. Et en ce sens, je laisserai ça ouvert. Autrement, il y a des tendances qui disent un violeur a été violé lui-même dans sa propre vie. Oui, il y en a, mais il y en a aussi d'autres qui ont eu une très bonne vie et qui le font quand même. C'est-à-dire qui ne savent pas gérer leur pouvoir d'homme, que ce soit maintenant social, pouvoir physique. Normalement, il est plus fort, surtout si la victime est encore mineure. Tout ça, c'est un abus de pouvoir. Merci, docteur. Je voulais rajouter à ce que docteur Gisela vient de dire, en plus du pouvoir, il y a dans certains cas aussi l'usage de substances psychoactives qui, en fait, viennent en plus du pouvoir, faciliter, catalyser, donner vraiment le passage à l'acte, quoi, par rapport aux violeurs. Il y a une question aussi philosophique très importante pour nous, les Bantous, par rapport à la position de l'homme et de la femme. Parce qu'il y a un problème de consentement quand on parle du viol. Donc, quand la femme dit non, ça se perçoit auprès de l'homme comme une insulte et puis non reconnaissant de sa personne d'homme qui devrait être. C'est vraiment inconscient et ça se joue. Il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu, mais il y a toute cette background philosophique qui va avec et aussi parfois pour des raisons, je ne sais pas appeler ça spirituelles ou des rituels pour accéder à certaines positions, il y a des personnes qui sont obligées de violer pour pouvoir accéder à un pouvoir. Donc ça, c'est vraiment, dans ma pratique, j'ai rencontré des personnes qui l'ont confessé. Et c'est vraiment, malheureusement, pour des plus jeunes, c'est quand on viole les plus jeunes, dans les enfants de moins de 12 ans.
Et c'est aussi, ça joue à ça. Donc, c'est que Dr Gisela a dit, c'est la raison principale, c'est les jeux de pouvoir, l'inégalité de pouvoir entre les êtres humains. Ok, merci docteur. Alors, quelles sont les conséquences du viol? Les conséquences du viol sont tout d'abord souffrance. La personne affectée, pour ne pas parler seulement de la femme, mais aussi de l'homme, la personne affectée a une souffrance très souvent physique parce qu'il y a eu violence utilisée pour la pénétration, des battements avant, etc., etc. En plus, il y a toujours honte. Et la honte, c'est peut-être le plus grand ennemi pour que ça puisse aller mieux pour les femmes du futur et les hommes du futur. Parce qu'on ne parle pas, parce que l'intimité personnelle a été atteinte, et c'est comme si on était responsable pour ça. Mais ce n'est pas la personne, la survivante, le survivant qui est responsable, sinon c'est le bourreau, c'est le malfaiteur, le criminel qui est responsable. Et je dis toujours, si on veut responsabiliser les femmes parce qu'elles portaient une jupe trop courte, etc., c'est comme si on disait quelqu'un qui se fait piquer son porte-monnaie est coupable d'avoir été volé. Mais au fond, c'est le voleur qui est le voleur. Et en ce sens-là, c'est la même chose. Et il faut, pour moi maintenant, ça c'est un appel à tous qui vivent de nouvelles violences sexuelles et de nouveaux viols, oser parler au bon endroit, que ce soit maintenant tout d'abord chez le médecin, parce qu'il faut prévenir les maladies sexuellement transmises, c'est très important. On peut prévenir une grossesse future, important aussi, et on peut, pour une première fois, sortir du silence et du secret de ce crime qui, parce qu'il est tellement secret, ne peut pas être poursuivi dans une marche finalement qui doit être juridique, en espérant qu'on aura de bons juges. Bien sûr. Mais c'est important d'être clair qu'il y a des conséquences sur un plan personnel, individuel, mais aussi sur un plan social. Un violeur qui viole aujourd'hui une fille de, je ne sais pas, de 12 ans, si ce n'est pas dénoncé, si ça n'a pas une suite juridique à la fin, il va le refaire. C'est aussi une question de prévention, de protéger d'autres potentielles victimes. C'est pour ça aussi qu'il faut dénoncer. Et c'est important de dénoncer. Et bon, en Suisse, nous les médecins, on a l'obligation de dénoncer, même si on voit parmi, en dessous du secret médical, etc., aussi les pédiatres, entre-temps, ont cette obligation de dénoncer. Et je crois que nous ne pouvons commencer à nous arranger mieux avec cette épidémie de violence sexuelle et de viol, c'est que nous osions aussi sortir de c'est aussi un coussin très commode pour nous, les professionnels, si nous disons c'est sous notre secret médical, par exemple, alors on peut rien faire et on n'est pas confronté à ce que finalement la société doit faire avec. Madame Yvonne? Conséquences de viol chez la femme et chez l'homme, comme on vient de le dire. Dr Gisela a parlé de la souffrance. Pour moi, ça englobe tout. Parce que même la honte, ça fait partie de la souffrance. Et malheureusement, cette souffrance est vécue seule. Et du coup, ça joue sur le fonctionnement social de la personne affectée. Oui. Et ces fonctionnements sociaux, ça va aussi directement aussi jouer sur l'interaction de personnes qui vivent avec la personne, qui travaillent avec, et dans toute la communauté. Donc, c'est comme une peste qui vient et qui peut aussi affecter la communauté de la personne qui a été affectée par le viol. Et une dernière question avant de finir ce numéro. Est-il possible d'aider le bourreau qui est arrivé jusqu'à violer une personne?
Bon, il y a plusieurs essais dans le monde pour voir si on peut aider. Moi, je dirais surtout plutôt réhabiliter le bourreau. Et la première précondition, c'est qu'il reconnaisse ce qu'il a fait et qu'il ne cherche pas d'excuses. Elle m'a séduite, elle a consenti ou il a consenti, etc., etc. C'est-à-dire de vraiment reconnaître que j'ai fait du mal à une autre personne. C'est le premier pas. Si on n'arrive pas à ça, il n'y a aucune chance pour réhabiliter un violeur. Alors, la prison, c'est la punition adéquate. Peut-être aussi, il y a une réparation à exiger, surtout pour des enfants qui manquent une partie de leur jeunesse, pour des enfants après qui ne peuvent pas se développer comme il faut pour être des membres, je dirais maintenant aussi, utiles dans notre société, dans vos sociétés, dans la nôtre. Et en ce sens-là, il n'y a pas seulement punition, il y a aussi réparation à penser. La réponse que Dr Gisela a donnée, c'est pour aider les vrais bourreaux. Alors, en RDC, malheureusement, moi, j'ai vécu ces phénomènes de faux bourreaux à cause de toute l'assistance qu'on donne aux personnes affectées et tous les projets qu'on a maintenant, lutte contre les violences sexuelles. Il y a toute une logistique autour des personnes affectées qui est, il y a des personnes qui se disent être violées et que ce n'était pas vrai. Malheureusement. Ce n'est pas tout le cas, mais c'est genre 2 sur 10. Mais je voulais quand même en parler parce qu'il y a des familles qui profitent de cet engagement de la communauté pour lutter contre le viol, pour pouvoir accuser faussement certaines personnes et profiter de ça pour pouvoir avoir de l'argent. Là, je parle de faux bourreaux. Oui. Et avec la justice, parfois, c'est difficile parce qu'il se trouve que si je viens dire que j'étais violée, les juristes ne peuvent pas dire non, même si c'est 3 ans après, 4 ans après, parce que si c'est quelques heures après ou quelques jours après, il y a moyen de vérifier. Mais si après 10 ans ou après 5 ans, je vais dire que monsieur X, je ne veux pas citer un prénom, m'a violée quand j'avais 16 ans au lycée Kabambar, il n'y a pas d'éléments, presque pas d'éléments qui prouvent cela. Et du coup, M. X va pouvoir payer sur ce qu'il n'a pas fait. C'est un phénomène qu'on a observé à Kinshasa et même à l'intérieur du pays. Des familles, à cause de la pauvreté malheureusement, qui veulent profiter d'une personne ou bien ils voient que la personne va être élevée. On va créer un dossier pour pouvoir... voilà. Donc ça, c'est une pratique qui n'est pas encouragée. Mais je voulais parler des vrais bourreaux. Gisela a parlé des faux bourreaux. Mais quand on parle de faux bourreaux, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu, en fait. Donc, il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que la famille puisse pointer la personne. Donc, aux hommes et aux femmes aussi qui... je voulais parler aux hommes et aux femmes qui ont ces comportements-là, de faire très attention parce que maintenant, la loi est très dure et aussi de ne pas pouvoir tomber dans ces pièges-là. Parce qu'on a beaucoup vécu cela. Et des familles, à cause de la pauvreté, qui profitent de ces décors pour pouvoir tirer profit. Ça aussi, c'est un comportement à ne pas encourager dans la communauté. C'est juste ça, ce que je voulais ajouter. Merci, Dr Yvonne. Merci, Dr Gisela, pour cette émission. À l'émission prochaine, fidèles téléspectateurs, nous parlerons de comment aider les survivants, tous les survivants des viols ou des violences sexuelles, parce que nous croyons que vous nous suivez et que cela aussi est important pour vous ou même pour ceux qui vous entourent. Et donc, nous disons grand merci à l'équipe de B1 qui nous accompagne pour la réalisation de cette émission. Grand merci à nos docteurs qui ont répondu présents. Restez branchés sur votre chaîne de télévision et aussi suivez-nous sur notre chaîne YouTube African Enterprise. Que notre Dieu vous bénisse.